Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo-là, on va corriger un exercice qui est proposé dans un examen du modèle de l'électrostatique et l'électrocinétique, la partie électrostatique. Alors on va lire tout d'abord l'énoncé. Alors soit un conducteur A sphérique de rayon R1 portant la charge Q, A est supposé en équilibre électrostatique. Première question, comment est répartie la charge Q dans le conducteur A et avec quelle densité? Deuxièmement, quel est le champ au voisinage de ce conducteur-là? Justifiez bien sûr votre réponse. Troisième question, déterminez le potentiel, ou bien un élément de potentiel, ou bien un potentiel élémentaire D2V créé au centre O du conducteur A par un élément de sa surface élémentaire D2S portant la charge D2Q. On déduire bien sûr le potentiel V du conducteur A. Quatrième question, on déduire la capacité de ce conducteur-là. Alors, ici, on va considérer que nous avons un autre conducteur B, sphérique toujours et creux, de rayon interne R2 et externe R3, tel que R2 est compris entre R1 et R2, R3, pardon. Alors, ce conducteur-là, B, est initialement neutre électriquement. On tourne le premier conducteur A qui porte toujours la charge Q. Cinquième question, déterminez bien quelle est la charge QP de ce conducteur-là B et comment est-elle répartie. Sixièmement, on met le conducteur B au sol. Quelle est la nouvelle répartition de charge? Justifiez votre réponse. Septième question, quel est le potentiel VB de ce conducteur-là B? Huitièmement, déterminez le nouveau potentiel VA de ce conducteur-là, de ce conducteur A. Et dernière question, que représente l'association des deux conducteurs A et B et déterminer la capacité de ce système-là? Alors, on commence tout d'abord par la première question. On vous demande de déterminer ou bien comment est répartie la charge Q dans le conducteur A et avec quelle densité. Alors ici, pour le conducteur A, nous avons considéré que nous avons un conducteur qui est bien sûr en équilibre électrostatique, porte une charge grande Q et de rayon R1. Alors, premièrement, quelle est répartie la charge Q dans le conducteur A? Alors, puisque le conducteur en équilibre est bien sûr est en équilibre électrostatique, par conséquent, on sait d'après le cours que pour les conducteurs, les charges ne peuvent exister qu'au niveau de la surface des conducteurs. Et par conséquent, donc, les charges, ou bien la charge à l'intérieur du conducteur est égale à 0. Donc, voilà normalement la distribution du charge au niveau de ce conducteur-là. Donc, les charges, ça existe juste au niveau de la surface. Et bien sûr, tel que Q représente la charge totale. Alors maintenant, comment on fait pour déterminer la densité? La densité de charge. Alors, puisque nous avons les charges sont réparties au niveau de la surface, donc par défaut, ou bien par définition, on va utiliser normalement cette définition-là, que d 2 q est égal sigma ds, et par conséquent, pour déterminer la charge totale Q, on va intégrer d 2 q. Donc, on va remplacer d 2 q par sigma ds. Et bien sûr, sa densité surfacique, là, on va supposer est une densité constante. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste que Q est égal sigma double l'intégrale de S, ça nous donne S. Donc, Q est égal sigma S. Alors, Q, sigma, et bien sûr, on va remplacer S par 4P R1 au carré, parce que S, ou bien la surface d'une sphère, c'est 4PR au carré. D'où je peux récapituler l'expression de sigma. Donc, sigma est égal à Q sur 4P R1 au carré. Bien sûr, l'unité, c'est coulomb sur mètre au carré. Si on travaille dans le système des unités internationales. Deuxièmement, déterminer ou bien quel est le champ au voisinage du conducteur là sphérique. Justifiez votre réponse. Alors voilà, on va considérer ici que nous avons le conducteur A, qui est normalement, c'est un conducteur caractérisé par un rayon R1 et une charge Q. Alors pour déterminer le champ électrostatique au voisinage
de voisinage de ce conducteur-là. Bien sûr, le champ électrostatique à l'intérieur, c'est nul. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les charges et nous avons dit que les charges existent juste au niveau de cette surface. Par conséquent, donc, pour traiter ce problème-là, on va considérer une surface fermée, hein, dans le but d'utiliser le théorème de Gauss. Parce que le théorème de Gauss, c'est un théorème qui est valable ou bien qu'on peut utiliser si on considère que nous avons une surface fermée. Alors c'est pour cela, donc pour traiter ce problème-là, on va considérer normalement, euh, voilà ici, on va considérer un cylindre. Alors voilà, un cylindre, comme vous le savez, c'est caractérisé par une surface de base supérieure, une surface de base inférieure, et bien sûr, nous avons la surface latérale. Donc, on peut séparer la surface totale en trois parties. Surface de base supérieure, surface de base inférieure et surface latérale. Alors, le théorème de Gauss, il nous a dit que le flux de champ électrostatique, c'est bien sûr à travers une surface fermée, donc qui est égale double intégrale de 1m ds, bien sûr on intègre par rapport à la surface de Gauss, bien sûr qui est une surface sphérique fermée. D'après la définition, est égale à la somme du Q intérieur sur epsilon 0. Donc, tel que Q intérieur, c'est la somme des charges qui existent à l'intérieur de la surface de Gauss. Alors, on sait très bien que le champ électrostatique créé par une sphère chargée, donc qui est écrit est égal EM selon ER. Et bien sûr, ici, on va séparer ds. Alors, ds, nous avons c'est ds, bien l'élément ds, c'est ds base 1, plus d base 2, ds base 2, plus ds latéral. Alors, pour ds base 1, pour cette sphère-là, c'est voilà normalement le vecteur normalement n, le vecteur perpendiculaire à cette surface élémentaire ici, c'est ER, par conséquent, voilà ER. Alors pour ds base 2, c'est moins ER, toujours, attention, toujours un élément de surface, c'est un élément sortant de la surface, donc moins ER, plus ds fois n latéral, c'est ds latéral. Maintenant, alors on va continuer ici, toujours nous avons le flux de EMDS, donc on va écrire EMDS, donc EMER fois DS base 1 ER plus EM intérieur, voilà ici nous avons EM, et ici nous avons EM à l'intérieur, ER fois DS base 2 moins ER plus, qu'est-ce qu'il nous reste ici, la partie latérale, donc EMER fois DS NL. Alors, d'après le cours, nous avons vu que le champ électrostatique unit à l'intérieur d'un conducteur en équilibre électrostatique. Donc, directement, cette quantité-là, ça nous donne 0. Alors, ici, nous avons ER, voilà ER et NL sont deux vecteurs perpendiculaires. Et par conséquent, donc cette quantité-là, ER scalaire NL, ça nous donne 0. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Juste cette expression-là. Donc, il nous reste EM ds base 1, parce que ER scalaire ER, ça nous donne 1. Voilà, comme nous avons dit, ici, nous avons le champ électrostatique à l'intérieur du conducteur uni. Et bien sûr, ER perpendiculaire à N. Alors, finalement, nous avons que l'intégrale double à travers la surface de Gauss OMDS est égale EMS base 1. Alors ici, pourquoi? Parce que toujours on considère que le champ électrostatique prend une valeur constante au niveau de cette surface de fermée. Alors donc, le flux est égal EM, voilà, par S base 1, est égal à la somme du Q intérieur sur epsilon 0. Sachant que la somme du Q intérieur, ça nous donne sigma S base 1 sur epsilon 0. Donc Q est égal à sigma S. Alors on va simplifier ici par S base 1. Donc finalement, OM est égal à sigma sur epsilon 0, d'où nous récapitulons que l'expression de EM est égal à sigma sur epsilon 0 selon n, hein, selon le vecteur normal. Et voilà ce que l'on appelle le théorème de Coulomb, le théorème de Coulomb, avec n et le vecteur normal du conducteur. Donc voilà comment on fait pour déterminer le champ électrostatique généré par un conducteur, ou bien le champ électrostatique au voisinage
d'un conducteur. Donc, toujours, pour simplifier les choses, on calcule, ou bien on utilise le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, c'est un théorème valable si on considère que nous avons une surface fermée. Et par conséquent, c'est mieux ici d'utiliser un cylindre parce qu'on sait très bien que le champ est nul à l'intérieur. Cette partie-là, donc le champ ici, ça nous donne normalement le flux au niveau de cette partie-là, ça nous donne 0 parce que n latéral et ER sont deux vecteurs orthogonaux. Et finalement, il nous reste juste cette partie-là, le flux au voisinage normalement de cette partie-là. Donc voilà ce que l'on appelle le théorème de Golomb. Troisième, bien, on passe maintenant à la question suivante. Quel est le potentiel dV créé au centre O du conducteur A par un élément de sa surface ds portant la charge du dq? Et on déduire le potentiel V du conducteur A. Alors voilà toujours notre conducteur en question. Donc voilà, on va considérer une partie du charge ou bien une charge élémentaire du dq. Pourquoi nous avons considéré cette charge élémentaire ici? Parce que nous avons dit dans le cours, nous avons dit dans les travaux dirigés que D2Q, ça existe, ou bien les charges au niveau d'un conducteur en équilibre électrostatique, ça existe juste au niveau de la surface. Alors, ici, ils ont demandé de calculer dV en haut, ici. Ah, donc, dVO est égal à D2Q sur 4pi epsilon 0 R1. Alors, ici R1. Donc, on va remplacer sigma ds sur 4pi epsilon 0 R1. Donc, voilà l'expression de dVO. Alors maintenant, si on veut déterminer le potentiel en haut, donc c'est l'intégrale double de dVO. Donc l'intégrale double va remplacer D2Q, voilà, nous avons sigma ds sur 4pi epsilon 0 R1. Donc VO, donc on va sigma sur 4 epsilon 0, c'est une R1, c'est une valeur constante. Et par conséquent, D2S au niveau de la sphère, c'est 4PR1 au carré. Donc on va simplifier ici par 4PR, 4P. Nous avons ici R1 au carré, ici R1, on va simplifier par R. Qu'est-ce qu'il nous reste? Que VO est égal sigma R1 sur epsilon 0, bien sûr qui est une quantité constante. Voilà ce que nous avons démontré dans des vidéos que nous avons déjà publiées. Donc au niveau du potentiel, au niveau de l'achat, au niveau du conducteur, donc toujours le potentiel est constant. Alors, or, donc de même, je peux déduire l'expression de VO en fonction de Q. Donc, nous avons dit que la charge Q est égale sigma 4PR1 au carré. Donc, sigma est égal Q sur 4PR1 au carré. Alors, VO, on va remplacer sigma par Q sur 4PR1 au carré, ce qui nous donne que VO est égal Q sur 4P epsilon 0 R1, qui est une quantité constante. Maintenant, on déduit la capacité du conducteur. Alors, puisqu'ici, nous avons normalement un seul conducteur, donc je peux utiliser cette définition-là, que la capacité d'un conducteur est égale Q sur V. Donc C, Q, et bien sûr, on va remplacer V par cette quantité-là. Donc V, ce n'est rien d'autre que Q sur 4P epsilon 0 R1, ce qui nous donne, ici, on va simplifier par Q, et finalement, nous avons C est égal à 4P epsilon 0 R1. Alors maintenant, on passe à la partie suivante de cet exercice-là. Alors, cinquièmement, quel est, bien, tout d'abord l'énoncé, on considère un autre conducteur B, toujours sphérique et creux, de rayon interne R2 et externe R3, de telle manière que R2 est supérieur à R1 et inférieur strictement à R3. Initialement neutre, voilà, donc ce conducteur-là est initialement neutre électriquement. On tourne le premier conducteur A qui porte toujours la charge Q. Cinquième question, quelle est la charge QB de B et comment est-elle répartie? Alors, puisque nous avons que le conducteur B est initialement neutre, cela montre que QB est égal à 0 coulomb. Toujours, il ne faut pas oublier que nous avons la conservation de la charge.
Alors, au niveau de la répartition de charge sur les deux conducteurs, voilà le premier conducteur, voilà le deuxième conducteur. Alors, le premier conducteur, toujours caractérisé par un rayon R1, et porte une charge Q1, Q. Par contre, le deuxième conducteur B, normalement, est constitué par une face intérieure, voilà, de rayon R2, et une face extérieure de rayon R3. Alors, donc maintenant, au niveau de la répartition de charge sur les deux conducteurs, toujours nous avons Q au niveau du premier conducteur. Alors, au niveau de la surface intérieure, cette surface-là intérieure du conducteur B. Donc, d'après l'influence totale, puisque nous avons ici Q, donc directement, on peut récapituler facilement, bien d'après le cours, que cette face-là est caractérisée par une charge moins Q. Donc, voilà Q intérieur, c'est moins Q. Pourquoi? D'après l'influence totale, puisqu'ici nous avons Q. Alors, pour trouver la valeur de la charge Q extérieure de B, alors bien sûr, il faut garder que le P est neutre électriquement. Et toujours, il faut que ce conducteur P doit être neutre électriquement. Donc, QP est égal à 0. Cela montre que, bien sûr, QP est égal à 0. D'autre part, QB est normalement, c'est QP extérieur. Et si la charge existe à la face extérieure, plus la face ou bien la charge qui existe au niveau de cette face intérieure. Ce qui nous donne que QP extérieur est égal à 0 moins QP intérieur. Et puisque QP intérieur est égal à moins Q, donc moins avec moins, ça nous donne 0 plus Q. Donc P extérieur est égal à Q. Alors toujours, normalement, ce résultat est valable puisque nous avons considéré que B est neutre électriquement initialement. Et bien sûr, il faut toujours utiliser la loi de la conservation de la charge. Sixièmement, alors on met le conducteur B au sol. Quelle est la nouvelle répartition de charge? Justifiez votre réponse. Alors voilà donc toujours notre conducteur. Nous avons A et le conducteur B. Donc maintenant, on va mettre le conducteur B au sol. Et par conséquent, donc toutes les charges plus qui existent au niveau de cette face extérieure de ce conducteur B vont s'acculer vers la Terre. Et par conséquent, donc la charge au niveau de cette face-là doit être 0. Et toujours, il faut garder que cette partie-là, caractérisée par charge plus Q, et ici moins Q. Si nous avons mis le conducteur B au sol, donc directement, cette partie-là doit être caractérisée par une charge nulle. Pourquoi? Parce que toutes les charges qui existent au niveau de cette surface extérieure de ce conducteur-là, B, vont s'acculer vers la Terre. Septième question. Quel est le potentiel VP de conducteur B? Alors, pour déterminer VP, donc nous avons VP est égal à, par exemple, ici au point P là, pour un point P considéré. Alors, VP est égal à Q moins Q. Alors, dans ce cas-là, toujours, on considère que notre conducteur est relié, attention, est relié au sol. Donc, QVP est égal à la somme des charges qui existent au niveau de ce système-là, constitué par deux conducteurs A et B. Donc, le premier conducteur caractérisé par plus Q, le deuxième caractérisé par moins Q, bien sûr, c'est la charge dans la face interne, sachant que la face externe est reliée à la Terre. Et nous avons dit que cette charge, puisque reliée au sol, donc directement cette face-là caractérisée par une charge nulle. D'où ça nous donne VP est égal à Q moins Q sur 4 pi epsilon 0 OP pour un point P quelconque. Alors, puisque OP soit égal à R2 ou bien R3, donc toujours on trouve que VP est égal à 0. Huitième question, déterminer le nouveau potentiel VA du conducteur A. Alors, pour O, alors nous avons VO est égal Q sur 4pi epsilon 0 R1 moins Q sur 4pi epsilon 0 R2. Hein? Pourquoi? Parce que cette face-là, normalement, il faut rajouter cette partie-là. Le potentiel généré
généré au niveau de, ou bien généré par cette face-là, extérieure, qui est bien sûr chargée. Mais nous avons dit que cette face-là est reliée avec, ou bien reliée au sol. Donc la charge est égale à 0. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Que Q sur 4pi epsilon 0 R1, et ici, nous avons moins Q. Voilà. Donc ici, nous avons moins Q sur 4pi epsilon 0 R2. On va factoriser par Q sur 4pi epsilon 0. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? 1 sur R1 moins 1 sur R2. Alors, à l'équilibre électrostatique, donc VO est égal à VA, est égal à une constante. Dernière question. Que représente l'association de ces deux conducteurs A et B et quelle est sa capacité? Alors, l'association de ces deux conducteurs présente un condensateur, puisque le condensateur est caractérisé par deux conducteurs. Et bien sûr, deux capacités C, attention ici, puisque nous avons deux conducteurs, il faut utiliser normalement la définition, bien la vraie définition de la capacité générée par un condensateur. Donc, C est égal à Q, V1 moins VB. Sachant que VB est égal à 0, puisque nous avons dit que dans ce cas-là, attention, dans ce cas-là, que VB est relié au sol. Donc, finalement, C sur Q, C est égal à Q sur V1 moins 0. Et bien sûr, donc ici, nous avons Q, VA bien sûr 0. Donc, VA, nous avons démontré que VA est égal à VO, donc est égal à Q sur 4pi epsilon 0. Donc ici, on va développer cette quantité-là. Ça nous donne R2 moins R1 sur R1 moins R2. On va simplifier ici par Q. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Que la capacité est égale à 4pi epsilon 0 fois R1, R2 sur R2 moins R1. Et voilà donc la réponse de cet examen-là. Et à très bientôt.